Bismillah. C'est par une humide matinée de jeudi 24 octobre 1889, sur la place publique en face de l'hôtel de ville, qu'à Munich, Allemagne, fut découvert un cadavre à 7h58 du matin par deux témoins. Olga Berlinger, 62 ans, ayant fait sa fortune il y a 2 ans de cela après la mort de son père, qui lui-même fut le maire de Munich pendant 35 ans successives. Et Oliver Twist, jeune orphelin d'origine irlandaise, âgé de 13 ans, rapatrié en Allemagne à cause d'une épidémie qui a ravagé la moitié du pays. Il était alors âgé de 10 ans. Ce jeune garçon vit au jour le jour avec comme seule ressource son violon. Violon qui, selon le luthier du coin, est un Stradivarius. Olga connaissait ce jeune homme. Plus d'une fois, elle lui a proposé de souper avec elle le soir, quand le temps était à l'orage. Mais en vain. Elle est peut-être riche, mais pas avare. Comme tous les jeudis, sans exception, Olga Berlinger s'installe sur le coin gauche de la place, faisant dos au luthier et au boucher. Elle arrive aux environs de 7h30. Quant à Oliver, il se pose au bout de l'allée du marché, sur un fût, trouvé par hasard derrière le bâtiment du forgeron, en espérant gagner le minimum d'argent pour se nourrir. Survivre, en somme, il est arrivé qu'il ne mange pas le soir quand le temps est pluvieux, comme aujourd'hui. Les deux témoins connaissaient le père Frost, qui lui-même exerçait ses fonctions dans la paroisse de la rue parallèle à la place publique. Il passait tous les jeudis, jour du marché, quand il avait du temps libre et venait acheter de la broderie pour ses petits dessous. Il était féru de dentelle et n'oubliait jamais de donner une petite pièce d'un mark à Oliver, ce qui était beaucoup pour ce pauvre orphelin. Or ce jour-là, de jeudi 24 octobre 1889, le père Frost était étendu sur le sol de la place publique, les bras et les jambes écartés, un poignard au niveau du thorax. Son corps était placé en forme d'étoile. C'est dans ces circonstances que vit le corps du père Frost, inanimé, à 8h12 du matin. L'inspecteur Horst Stopper, après que Olga se soit rendue au poste de police le plus proche pour prévenir les autorités, Horst Stopper est âgé de 50 ans. Il a commencé sa carrière depuis 1869 et a obtenu son grade d'inspecteur il y a 11 ans de cela. Il vit à 10 km de Munich, dans une petite commune tranquille baptisée Wilhelm. Il travaille seul, car selon lui, le travail d'équipe nuit à la liberté de pensée et d'action. Puis, vers 8h20 du matin, après avoir examiné quelque peu le corps du défunt, il procéda à un interrogatoire général auprès des marchands. Et c'est au bout de 10 minutes de questions sans réponse que notre protagoniste arriva à l'étalage de Madame Berlinger, celle-ci en état de choc. « Excusez-moi, je me présente. Je suis l'inspecteur Stopper, chargé de l'enquête sur le meurtre du père Frost. Êtes-vous Madame Olga Berlinger ?»« Oui, c'est bien moi, monsieur l'inspecteur, » marmonnant Olga, tout en sortant un mouchoir de sa poche pour essuyer ses larmes. « Est-ce que vous qui vous êtes rendu au poste de police aux environs de 8h, c'est exact. Bien, de ce fait, vous connaissez le père Frost. Bien sûr que je le connais, qui ne le connaît pas. Que pouvez-vous m'en dire? C'était un homme adorable, très généreux et d'une bonté débordante. Vous lui parliez souvent? Eh bien oui, tous les jeudis. Il venait me voir à mon étalage et prenait de mes nouvelles, de mon état de santé. Il m'aimait beaucoup, et moi aussi. Notre amitié était très forte. Lors de ses passages à votre étalage, arrivait-il qu'il vous achète des articles? Oui, il avait coutume de m'acheter de la dentelle, il en raffolait. Et vous savez ce qu'il en faisait? Non, pas complètement. Mais il me semble qu'une fois, il m'a dit qu'il se servait de cette dentelle pour ses petits dessous. Ses petits dessous? Oui, sans doute cousait-il ses propres sous-vêtements. C'est étrange, soit, ce sera l'ultime question. Quand est-ce que vous avez vu M. Frost en vie pour la dernière fois? C'était la semaine dernière. Et vous paraissait-il anxieux? Vous venez de dire que c'était la dernière, non? Oui, mais répondez-y, s'il vous plaît. Non, il n'en avait pas l'air du moins. Très bien, Madame Berlinger. Merci de m'avoir accordé votre temps et d'avoir fait le déplacement pour prévenir les autorités. C'est naturel. Sitôt la conversation terminée, l'inspecteur prit note sur son carnet et se hâta de questionner le peu de marchands qui restaient. Au fur et à mesure des interrogatoires, il n'apprit pas beaucoup de choses, du moins importantes. Le clocher frappa 11 coups. Il est donc 11 heures, à peine les 11 coups finirent de sonner, que l'inspecteur Stopper arriva auprès de Oliver et lui dit « Bonjour, mon garçon. »« Bonjour, monsieur, » dit Oliver d'une voix frêle. « Tu es bien un des témoins du meurtre du père Frost. »
Oui, dit le petit garçon en pleurnichant. Mais que fais-tu là tout seul? Je suis là tous les jeudis pour gagner ma vie. Gagner ta vie? N'as-tu donc aucun parent, aucune maison où t'abriter, te réchauffer, vivre? Non, monsieur. Je suis orphelin. Ma maman et mon papa sont morts d'une épidémie il y a 3 ans. Avant, je vivais en Irlande. J'étais heureux. Je vois. Et arrives-tu à subvenir à tes besoins? Le 3/4 du temps, oui. Je joue du violon, je me mets dans un coin de rue, sur les places, les marchés. Des fois, les gens me donnent quelques pièces quand ils me regardent. Et où dors-tu? Dans des usines désaffectées, des entrepôts, des cartons. Il m'arrive parfois de dormir par terre, à même le sol, en me recouvrant de vieux journaux trouvés dans des poubelles ou des caniveaux. Mon pauvre petit, ne connais-tu donc personne, des adultes par exemple, qui pourraient t'héberger le soir? Si, Madame Olga Berlinger me l'a proposé. Elle est gentille, mais je ne souhaite pas la déranger. Je préfère affronter seul mes problèmes. Que peux-tu me dire sur le père Frost? Il était très gentil. À chaque fois qu'il venait le jeudi, avant de partir, il me donnait toujours une pièce de 1 mark. Merci petit, ce sera tout. Tu as été très poli et tu mérites bien un petit quelque chose. Et l'inspecteur Stopper, étant un homme ayant la main sur le cœur, offrit 3 marks au garçonnet. Oh, merci, monsieur. Vous êtes très gentil, vous aussi. Tu le mérites. Sois courageux et ne perds pas espoir. Il est midi. Il est temps pour Horst Stopper de se rassasier. Il décide donc pour cela d'aller au restaurant. Avant toute chose, il jette un coup d'œil à son portefeuille, ou plutôt son contenu. Et on déduit qu'il doit aller chez Lucette, restaurant réputé pour ses menus à petit prix, et ses réductions pour le corps de police. Sans perdre un instant, il se dirigea vers celui-ci. Midi 20, après avoir passé un agréable déjeuner, chose dont il n'est point habitué car la plupart du temps mangeant à la cantine, Stopper se rendit au commissariat pour étudier ses notes et travailler sur l'enquête en cours. Vendredi 25 octobre, la veille, Horst Stopper a passé tout l'après-midi à méditer sur le meurtre du père Frost. Il tenta d'élucider les pièges et les mystères que révélait cette enquête, non pas des plus banals. Il fit envoyer des hommes, plus particulièrement des détectives, pour tenter de faire progresser cette enquête en interrogeant le voisinage, mais aussi des photographes et toutes les personnes chargées d'examiner le corps des défunts. Ce matin-là, vers 8h10, lors de son arrivée à son bureau, Horst Stopper vit une feuille de papier où il y avait écrit « Vendredi 25 octobre 1889, Munich, Allemagne. Rapport d'autopsie du médecin légiste M. Franz Kruger. » Très cher collègue, après avoir minutieusement examiné le corps du cadavre, comme tu me l'avais gentiment demandé, j'en aimais les faits suivants. Premièrement, il y a 5 entailles au niveau du thorax, faits semblablement à l'aide d'un pic à glace, formant des triangles et, curieusement, ils forment un pentagramme si l'on traçait un cercle qui leur serait tangent. Deuxièmement, il y a des traces de ligature au niveau des poignets et des chevilles. Troisièmement, le poignard retrouvé au niveau du thorax est plus précisément une dague. Enfin, il s'est fait totalement dépouiller, puis on lui a remis sa toge ne laissant aucune trace de viol. Amicalement, ton vieil ami Franz. Horst Stopper voit désormais plus clair sur le sujet. Il y a quelques mots qui lui ont sauté aux yeux, comme entaille, pentagramme ou bien encore ligature. Tout cela semble selon lui appartenir à un même domaine, le satanisme. Les membres de la confrérie satanique, où ce qu'elle soit dans le monde, ont pour rituel de ligoter les martyrs et de les attacher à l'autel servant de sacrifice, qu'ils soient animaux ou humains. Et il connaît d'après des affaires qu'ont eu lieu dans le passé, l'endroit où siègent ses disciples et leur maître Baal-Sagot. Baal-Sagot a toujours été poursuivi pour des affaires similaires, mais a toujours réussi à échapper aux autorités. Pour preuve, on ne connaît pas sa véritable identité. D'un geste pressé, il chercha parmi la pile de papier lui servant d'archive cet endroit. Au bout d'une pénible matinée de recherche, il parvint à ses fins. C'est dans les alentours de la campagne allemande, dans les hauteurs du Fritz, plus précisément au gîte une ancienne forteresse, datant de la période gothique du Moyen-Âge, que vit ce mystérieux Baal-Sagot. Midi sonne au clocher. Notre inspecteur reçoit la visite de l'un des 2 détectives chargés la veille d'interroger le voisinage pour tenter d'en savoir plus sur le maître du père Frost. On frappa à la porte. « Entrez !» cria l'inspecteur Stopper. « Ah, c'est vous, détective Klein !» dit-il en esquissant un sourire. Le détective Klein est le fils de l'un des plus célèbres détectives de l'époque, dans l'Allemagne tout entière. Il est orphelin de père depuis l'âge de 17 ans.
La raison de cette mort reste encore mystérieuse, car en effet, les circonstances de décès du père Frost sont similaires à celles de son père. Depuis ce jour, il tenta à tout prix d'intégrer le corps policier afin de savoir pourquoi. Pourquoi son père et pourquoi de cette façon. Mais au plus profond de lui-même, il y a une flamme de vengeance qui croît chaque jour. « Bien le bonjour, inspecteur Stopper » s'exclama Klein, junior, ayant de bonnes nouvelles à lui annoncer. « Eh bien, que me vaut votre visite ?»« J'ai des nouvelles. »« De bonnes nouvelles, j'espère. » Oui, après de laborieuses heures d'interrogatoire, mon coéquipier et moi sommes parvenus à trouver quelqu'un qui semble, selon lui, savoir quelque chose. « Ah, quelle bonne nouvelle. Mais qui est ce cher individu ?» Il s'agit d'un couple, vivant dans les quartiers proches de la zone industrielle. Ils s'appellent Monsieur et Madame Thompson. Très bien. Si vous êtes d'accord, nous irons les interroger en début de soirée. J'en serai ravi, dit Klein en esquissant à nouveau un sourire de général ayant gagné une bataille. À 18 heures précises, sur la place publique, cela vous pose-t-il un inconvénient? Aucun. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. 18 heures, la lune rouge sent et au zénith, le ciel s'est obscurci. Le souffle divin du dieu Éole s'est réveillé. La nuit tombe. L'inspecteur Stopper et le détective Klein sont ponctuels. Ils se saluèrent brièvement et se rendirent chez les Thompson. Vous l'avez sans doute remarqué, pour la première fois, l'inspecteur Stopper est accompagné. Et cela pour, d'une part, se rendre sur les lieux de l'interrogatoire, mais aussi, curieux hasard, pour des raisons de sécurité. Car arriver dans les quartiers proches de la zone industrielle n'est pas chose facile. En effet, il faut traverser des quartiers pauvres, où gens sur les trottoirs, vandales sans abri et autres racailles. C'est au bout d'une dizaine de minutes de marche, non pas des plus agréables, qu'arrivèrent nos deux protagonistes. Ils sont désormais au pied de l'immeuble, ou plutôt de ce qu'il en reste, c'est-à-dire un mur de pierre rongé par le temps, ressemblant à du calcaire en érosion. Des volets et des fenêtres, si l'on peut appeler cela des fenêtres, complètement moisis par l'humidité. Horst Stopper décida de rentrer le premier. Aucune réaction de la part de Klein, serein. Celui-ci murmura à son supérieur qu'il habite au 3e étage. Stopper leva les yeux au ciel et vit un cadre des plus déroutants. Les escaliers en colimaçon craquèrent sous leurs pas lourds et appuyés, tels des prisonniers appelant au secours. Après des efforts certains, ils furent arrivés. Cette fois-ci, avec la permission de son supérieur, Klein opta pour frapper à la porte. La réaction ne se fit pas attendre. « Ouais » hurla une voix grave et accentuée. « rétorqua Klein, je suis le détective Klein, celui qui vous a interrogé la veille. »« Ah, oui, bégayait le père Thompson, tentant d'essayer de se rattraper de son impolitesse. « Entrez. »« Merci, je rentre. » À cet instant, on pouvait voir des yeux dans l'immobilité effrayée, ceux de Stopper. Il n'a jamais vu une pauvreté pareille, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir visité des foyers durant tout le long de sa carrière. Mais là, il restait muet. L'habitat, ou plutôt la pièce, était sinistre et sombre, comme un champ de bataille après une guerre. Les murs de pierre s'effritaient à vue d'œil, le cadre des fenêtres tournait au brun, de crasse sans doute. L'unique plante, servant peut-être à l'origine de décoration, du moins d'une petite touche de gaieté, semblait demander simplement à être humidifiée. Klein fit les présentations. Inspecteur Stopper, je vous présente M. Mark Thompson et son épouse Diana Thompson. Le mari se présentait comme une personne légèrement bedonnante, lassée de la vie et dont la tenue vestimentaire était déplorable. Ses cheveux, bruns, crasseux, qui n'ont pas dû avoir un contact avec l'eau depuis plusieurs mois, tournent au gris. Ses yeux d'un bleu glacial, marquant certainement une enfance et une vie très difficile, sont rougis jusqu'à l'iris, laissant sous ceux-ci des cernes aussi grosses que des dos de cuillère. Son nez est légèrement rabougri, sa bouche est enflée et son visage, ou plutôt sa tête, est allongée, laissant un air british. Ses mains sont d'une impressionnante épaisseur, pareille à celle des paysans travaillant la terre toute leur vie et ayant atteint la soixantaine. Quant à son épouse, elle est plutôt racée, d'apparence germanique, blonde, bouclée, naturellement, les yeux verts émeraude, une bouche fraîche et rouge, un teint blanc mat, des épaules aux formes généreuses, ne laissant qu'une silhouette svelte. Elle était d'une beauté céleste. C'est à se demander pourquoi elle s'est mariée avec cette énergumène. Stopper prit la parole. « Monsieur Thompson, si nous sommes venus ici, Monsieur Klein et moi-même, c'est selon ces propos que vous savez d'une façon ou d'une autre des choses se rapportant plus ou moins au meurtre du père Frost. » « C'est exact, dit Thompson d'une voix avec une pointe d'hystérie. Ce n'est pas pour rien que je ne dors plus de la nuit.
Gardez votre calme, dit Stopper, en faisant un geste de la main pour tenter de le rassurer. Je vais tout vous raconter. Cela s'est passé dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre. Je voulais me réoxygéner les poumons par la fenêtre. Lorsqu'avec stupeur, j'ai vu un groupe de 5 individus. Le temps était à l'orage, la lune alors cachée par des nuages noirs charbants laissait diffuser quelques faisceaux de sa lumière astrale. L'intensité lumineuse venant des réverbères à gaz était faible. À première vue, ces personnes me paraissaient hostiles. Ils dégageaient des ondes négatives, libéraient une sensation d'insécurité. Ils étaient pour la plupart de corpulence assez développée, formant un tronc de muscles, de chair et d'os. Ils marchaient de façon non gracile, boitant quelque peu. Il est vrai que la ruelle dans laquelle ce groupe cheminait était lugubre, mais ce dernier était la touche personnelle de l'artiste sur son tableau, au point de vue de la sinistralité. Leurs yeux scintillaient dans la nuit comme une étoile filante. À l'aide d'un rayon lunaire, j'aperçus la haine et la frénésie submergeant de leurs pupilles, telle une hyène en rut. Leurs toges, leur servant de par-dessus, étaient tachetés au niveau des manches, d'une texture rougeâtre, stimulant un liquide séché ne formant qu'une croûte sur un morceau de tissu. Sans doute du sang coagulé. Que sais-je? Ils murmuraient des phrases en latin. En latin? Oui. Intéressant, rétorqua Klein, cernant le sujet depuis le commencement. Poursuivez. C'est au fur et à mesure de leur avancée le long de la ruelle que j'en vis plus. C'est-à-dire, questionna Stopper, se rapprochant du réverbère, se découvrait le long de la toge un objet métallique, qui cliquetait et brillait de 1000 éclats. En scrutant plus assidûment, je compris que c'était un collier, plus précisément un pendentif. Toute la base était de couleur grise, de la ferraille à proprement parler, et la forme particulière était métallique, elle aussi, mais gravée sur une texture beige, sans éclat, ressemblant fortement à de l'os. Cette forme était circulaire, à bout pointu aux extrémités. Je pouvais en compter 5. Était-ce? Oui, un pentagramme, du moins je le pense. Et ensuite, au bout d'un moment, ils ont vu que je les observais. L'un des 5, celui du milieu, leva la tête et m'aperçut. À cet instant, un frisson a parcouru le long de tout mon corps. En un quart de seconde, je ne sus que faire. Des milliers de choses me parcourent l'esprit. Je vis défiler ma vie devant mes yeux. Je fus pris de panique. Au plus profond de moi, j'avais le sentiment d'avoir déclaré mon arrêt de mort, de préparer mon ultime odyssée. Je n'attendais plus que le Grim Reaper, la mort personnifiée. « Calme-toi, chérie, » gémit Diana Thompson en essayant de calmer son époux. « C'est impressionnant ce que vous nous dites, monsieur Thompson, » s'exclamèrent simultanément l'inspecteur et le détective. « Ce sera tout ?» Mark Thompson n'émit pas même un souffle. Il fut comme paralysé après avoir évoqué ce qui lui était arrivé. Il avait le sentiment de revivre son histoire. À ses côtés, sa dulcinée tenta de lui faire reprendre ses esprits. En vain. On avait l'impression qu'elle était habituée à cette situation des plus préoccupantes. « Eh bien, merci monsieur et madame Thompson, ce sera tout. Vous avez été très aimable de nous accorder votre précieux temps. Sur ce, prenez soin de vous. »« Bonsoir, » émit Diana d'une voix cristalline. « Il est tard, Stopper. » Jetait un coup d'œil à sa montre. Il y vit la petite aiguille sur le chiffre 9 et la grande sur le chiffre 5. Il pleut légèrement. La nuit est profonde. Il est temps de rentrer pour nos deux confrères. Le long du trajet du retour, ils échangèrent quelques futiles paroles, puis un résumé de ce qu'ils ont été les interlocuteurs. Ils en déduisent à une histoire des plus étranges, inquiétante et peut-être révélatrice. Ce fut l'ultime échange de paroles pour ce vendredi 25 octobre. Le lendemain, de retour à son bureau, Horst Stopper s'empressa d'écrire ce qu'il a été humainement témoin la veille au soir, chez les Thompson. Il passa donc en revue tous les propos évoqués par Mark Thompson et libella ceux-ci en un rapport. Quelques semaines passèrent, l'enquête progressa à pas de loup, mais il était certain cette fois-ci qu'il était bien question d'actes sataniques envers le père Frost. Il fut lancé des avis de recherche dans la région allemande afin de retrouver ce groupe de 5 individus décrits par Mark Thompson. Un mois après, ce groupe fut retrouvé. Il s'agissait bien de membres de la secte satanique de Maître Balsagot. Ils avouèrent leurs actes et furent condamnés pour avoir commis le meurtre du père Frost. D'après leurs aveux, il fut d'abord amené à l'ancienne forteresse, dont les auteurs du Fritz, et reçut non pas la main de Dieu, mais la main de Satan, en pénétrant dans son antre. Il lui attacha ses poignets et ses chevilles, et eut le rituel qui lui était destiné. Ils affirmèrent avoir commis le meurtre collectif du père Frost, mais lorsqu'on leur a demandé où se cachait leur maître, leur réponse fut « Que sais-je ?» telle la montagne.
Le dossier Père Frost fut classé et tamponné à l'encre rouge. 666. Et pourquoi le Père Frost achetait-il de la dentelle à Olga Berlinger? Cousait-il ses propres dessous, comme l'imaginait Olga, ou est-ce un pur hasard? Eh bien, c'est juste par superstition. Avant toutes les messes qu'il pouvait faire, il prenait un morceau de dentelle et le mettait dans la poche de sa toge, afin d'être préservé de toute attaque maléfique. En vain.